Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, nous avons un invité tout à fait intéressant. Il s'appelle Frédéric Puty. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes député de l'Assemblée nationale. Vous représentez les Français qui habitent à l'étranger, notamment en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. Vous êtes un visiteur fréquent ici en Ukraine. Ce n'est pas pour la première fois que nous nous retrouvons ici à Kiev. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2025, c'est-à-dire la grande invasion russe dure depuis plus de 3 ans et presque demi déjà. Et ma première question à vous serait importante et fondamentale. Selon vous, dans quel moment historique nous nous retrouvons actuellement dans cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine ? C'est une question importante. Je crois effectivement qu'il y a quelque chose d'historique qui est de plus en plus visible dans ce que je dis, moi, depuis 3 ans. Je vous rappelle que je suis intervenu le 24 février 2022, un des premiers à Paris dans l'hémicycle, en disant à mes collègues, qui étaient très surpris à cette époque parce qu'ils ne s'intéressaient pas forcément autant que moi à cette région, j'ai dit ce n'est pas une guerre d'agression, ce n'est pas une guerre de territoire, c'est un problème de confrontation de modèles, démocratiques ou pas, et avec des exemples très précis. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui depuis l'investissement de Trump, depuis l'investiture de Trump, c'est que ce genre de choses devient de plus en plus évident. Et je trouve qu'on assiste à une espèce de clarification de quels sont les enjeux, et de plus en plus de gens comprennent de quoi on parle. Et donc, effectivement, non seulement je pense que cette confrontation est une confrontation historique, comme je le pense depuis 3 ans, et même comme je le pense depuis beaucoup plus longtemps, entre un modèle impérialiste, un modèle où la langue est une prison, un modèle où on n'a pas de frontières, etc., avec un modèle de réconciliation nationale que nous portons. Mais en plus, je pense que tout d'un coup, tous ceux qui résistaient, qui parlaient, qui étaient sujets de la désinformation russe, se retrouvent un peu désemparés devant l'évidence que... moi, ça me paraît évident que les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu, aujourd'hui, à tout le monde. Voilà. Donc il y a une espèce de tétanisation, de dire, finalement, oui, c'était vraiment une confrontation historique. Il ne s'agit pas d'un petit sujet de frontière entre deux peuples historiques ou pas, quoi. Il s'agit d'un modèle de développement de la société internationale du XXIe siècle différent, et qui sont en confrontation et où nous sommes agressés. Et à la fois, vous avez mentionné cette investiture de Donald Trump, le nouveau président, le 47e président des États-Unis, qui était avant le 45e président des États-Unis. Nous constatons également un changement géopolitique majeur qui concerne évidemment tout aussi bien l'Europe, puisque nous voyons en fait que cette approche qui était en vigueur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette approche qui consistait dans la stabilité de cette solidarité euro-atlantique, et les structures de l'OTAN, la défense collective, la présence qui se traduisait par la présence américaine en Europe, que ça devient beaucoup moins évident aujourd'hui. Et aussi le désintérêt qui n'est pas explicite, mais qui est déjà un peu implicite, des intérêts des États-Unis dans cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, elle met beaucoup plus de responsabilités sur l'Europe. Comment est-ce que c'est vécu à l'intérieur de l'Europe et notamment à l'intérieur de la France ? Alors je crois que la position de la France est une position extrêmement intéressante, puisque notre mouvement de balancier est moins fort qu'ailleurs. Je vais le dire comme ça, et je vais m'expliquer. La France a toujours été alliée des États-Unis, a eu une histoire avec l'OTAN qui n'a pas toujours été la même que celle de nos autres partenaires, l'Allemagne et puis les pays de la façade Est, en particulier au moment du général de Gaulle, qui a toujours tenu à avoir
ce qu'on appellerait aujourd'hui une souveraineté propre, pas contre, mais propre, en parallèle. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce que quand on regarde les déclarations depuis un mois, je trouve que la France est peut-être parfois maintenant moins critique des États-Unis et de l'OTAN que des pays qui étaient extrêmement américanophiles avant et qui tout d'un coup reviennent, en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? On est tout seul, il faut s'y mettre, etc. » Et donc je trouve que la France a une forme de stabilité qui était liée au fait que nous n'avons jamais fait le choix d'abandonner notre souveraineté. Et je pense que c'est bien parce que ce n'est pas un cocorico que je fais là. Je ne dis pas ça en disant nous, on ne s'était pas trompé. La France s'est parfois trompée. Mais c'est bien parce que ça prouve la complémentarité des différentes nations européennes et de leur destin politique et de leur destin géopolitique. Je trouve qu'il y a une très grande complémentarité. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le premier traité bilatéral franco-polonais est signé à Nancy. Aujourd'hui, avec une composante défense, une composante culture. Ça fait 40 ans, il n'y a rien eu. 30 ans, 35 ans, il n'y a rien eu de signé de bilatéral. Parce que au début c'était trop tôt, après c'était trop tard, voilà. Et là, nous arrivons à quelque chose qui dit oui, en fait, nous reconnaissons et nous affirmons que nous sommes dans la même famille. C'est aujourd'hui, et c'est très bien. Et à mon avis, c'est un signe que les positions peuvent être différentes. C'est sûr que les Américains ont un regard sur la protection américaine, sur la relation avec les États-Unis, sur la relation avec l'OTAN, qui n'est pas celui de la France, mais il y a un équilibre global. Même chose avec l'Allemagne. Et je pense que ça, c'est très important. Donc voilà, je pense que l'Europe s'est réveillée, l'Europe a compris, l'Europe fait des choses qui sont intéressantes aujourd'hui, en particulier en termes, comme je l'ai dit au début, en termes d'utiliser les bons mots. Je suis intervenu hier au forum avec 2 Américains. Voilà. Et à un moment, la question a dévié sur... On parlait de Trump, évidemment, et quel était le leadership des États-Unis aujourd'hui. Et la question est devenue, comment on pourrait faire pour vendre à Trump l'intérêt qu'il a à aider l'Europe ? Et moi, j'ai dit, mais j'ai pas envie de vendre à Trump cette idée-là. Il doit la comprendre. Voilà. Et depuis l'investiture de Trump, moi, c'est la vraie inquiétude que j'ai. L'inquiétude que j'ai, c'est... je suis plutôt un démocrate, je suis plutôt quelqu'un qui est pour que les citoyens soient là, que les citoyens comprennent. Je ne suis pas pour avoir des élites coupées du monde. Mais quand même, il faut confier les clés du camion à celui qui conduit. Il faut quand même qu'il y ait un niveau de compréhension de ce qui se passe qui soit à la hauteur. Et je ne suis pas sûr que la nouvelle administration américaine ait une compréhension des enjeux compliqués du XXIe siècle dans toutes les régions du monde tout à fait suffisante. Voilà, pour être... on a tous ces doutes-là, mais ces doutes-là se transforment en véritable angoisse quand on se retrouve à Kiev, parce que on se dit que nous avons déjà vécu cette expérience de l'arrêt de renseignements militaires et de l'aide militaire votée encore sous Biden, c'était au début de mars 2025, et donc ce moment-là était un peu vécu comme trahison ici en Ukraine, parce qu'il y a des choses, on peut se dire qu'il y a un certain degré de l'autonomie, notamment pour la France, ça ne fait pas des questions, ça fait partie de l'héritage du général de Gaulle, y compris pour le nucléaire. C'est un cas de figure tout à fait particulier avec la Grande-Bretagne et la France, les seuls pays en Europe qui sont les pays nucléaires. Mais quand on se retrouve dans cette situation de la dépendance, par rapport, que ce soit les systèmes patriotes, que ce soit les missiles pour patriotes, que ce soit les renseignements, on se trouve dans ce sentiment de la trahison américaine qui est un sentiment très répandu en Ukraine. Oui, moi j'étais ici à ce moment-là, j'étais ici il y a quelques semaines. Oui, j'ai senti, surtout que je n'étais pas resté que à Kiev, j'avais beaucoup circulé, c'était l'expression d'un sentiment de trahison. Oui, je crois que le mot n'était pas trop fort. C'est ça que j'ai appelé le balancier. Donc voilà. Et ça me semble intéressant pour l'ensemble des pays européens qu'à ces moments-là, les histoires nationales soient un peu différentes et qu'on puisse amortir ce sentiment de trahison
Voilà, je connais moi pas mal d'Ukrainiens. Les Ukrainiens ont un caractère parfois solide, on va dire, et affirmatif. Donc c'était très bien que le balancier entre nous sommes les alliés des Américains et les Américains nous ont trahis soit un peu compensé par d'autres paroles qui étaient nécessaires. Moi, je considère les États-Unis comme mon allié, aujourd'hui, comme il y a 1 an, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans. Je ne les considère pas comme un allié inconditionnel. Voilà. Et en particulier, ce que j'ai essayé d'exprimer hier aussi au forum sur la sécurité, je crois que l'idée de démocratie est importante. C'est-à-dire, je crois que ce qui est important, et il ne faut pas discuter du fait que nous sommes les alliés des Américains quand les États-Unis sont en conformité avec leur génie démocratique, on va dire, qui n'est pas tout à fait le même que en Europe, mais quand ils portent leur démocratie. C'est pour ça que voir un président qui se fait recaler dans son propre tribunal constitutionnel pour des décisions absolument absurdes, ça me met un doute non pas sur sa fiabilité à lui, non parce que ça c'est pas il a été élu, les Américains l'ont choisi, mais ça met un doute sur qu'est-ce que ça veut dire en termes d'alliance. Moi, je suis allié avec les Américains parce qu'ils défendent avec nous une autre forme, mais une forme de démocratie. Donc, je veux bien être allié avec eux. Mais par exemple, j'ai une friction depuis très longtemps avec les Américains sur l'extraterritorialité. Je considère que l'extraterritorialité des États-Unis d'Amérique est un scandale. Voilà. Mais ça fait 20 ans que je le considère. Donc, voilà. Je ne vais pas leur faire la guerre, je ne vais pas couper les alliances, mais je crois que ce qui doit nous servir de boussole dans notre adhésion à l'idée d'alliance avec les États-Unis, en tant qu'Européens, ça doit être cette idée de dire, oui, nous sommes vos alliés, as far as, tant que, aussi loin que nous aurons le sentiment que nous défendons ensemble une idée ou certaines idées au pluriel, certaines facettes parfois différentes de la démocratie, par rapport à des modèles qui sont des modèles complètement antidémocratiques et qui seront des modèles qui vont transformer le monde en une espèce de monde virtuel et de monde, de dystopie, quoi. Je pense que le système chinois, le système russe sont des dystopies. Voilà, je le dis clairement. En tout cas, ils ne sont pas des systèmes démocratiques. Et évidemment, aujourd'hui, nous constatons des risques qui sont absolument réels pour la démocratie aux États-Unis. Donc, nous traversons cette histoire, nous sommes dedans. Et donc, évidemment, la question se pose. Est-ce que quand on parle des alliances, vous avez parlé d'un allié, des alliances, c'est important. Les démocraties, si on regarde ça d'une manière globale, elles réunissent pas la majorité des habitants de cette planète. Donc, les démocraties, les régimes démocratiques sont en minorité. Donc, la grande question qui se pose aujourd'hui, quand les démocraties se retrouvent sous l'attaque, je ne parle pas uniquement de l'Ukraine, qui est un pays démocratique, peut-être une démocratie imparfaite, mais on est tous un peu des démocraties pas parfaites. Mais bon, mais on se retrouve sous attaque et sous cette exécution d'une force très brutale et qui dure et dont on ne voit pas la fin. Grande question, comment est-ce que les démocraties peuvent être fortes ? Et elles peuvent être fortes, la réponse était donnée il y a 80 ans, en créant des alliances. Et une alliance principale qui existe, c'est l'OTAN. C'est-à-dire l'idée de la défense collective où chacun a sa part. Il y a beaucoup d'étapes dans cette histoire de l'alliance. Et aujourd'hui, on nous dit, on a ce sentiment-là, dans les pays baltes notamment, où déjà à l'automne 2025, il y aura des entraînements militaires entre Russie et Biélorussie, donc sur le territoire biélorusse. Il y a beaucoup de citoyens dans les pays baltes qui se sentent menacés et qui s'interrogent. Est-ce que l'OTAN, comme une alliance de défense, elle sera en vigueur, elle sera en capacité de défendre un pays balte en cas d'attaque? Quelle est votre vision de l'OTAN aujourd'hui ? L'OTAN est en questionnement, c'est une évidence. Je considère, moi, que le pilier européen de l'OTAN est quelque chose qui a toujours existé, voilà, qui a été oublié,
par certains de nos partenaires, pas par la France, mais par certains de nos partenaires qui disaient après tout, si les Américains sont là... Les Américains vont nous protéger. Les Américains vont nous protéger, et puis on leur achète tellement de choses que... voilà. Et ça, c'est une question fondamentale de l'OTAN. J'ai le sentiment que la proposition qui commence à émerger aujourd'hui en Union européenne, qui est de dire nous travaillons sur une base industrielle commune, c'est-à-dire que nous levons, dans cette base industrielle, nous levons un certain nombre de règles commerciales qui sont bonnes dans l'idéal, mais qui vont nous empêcher ici. La circulation des capitaux, en particulier aujourd'hui, ce dont l'Ukraine manque pour utiliser à fond sa capacité industrielle de défense, c'est des capitaux, ce n'est pas des usines. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en commun, alors que nous, c'est un peu le contraire. Voilà. Nous, on a parfois une capacité financière supérieure, je dis nous, dans les autres pays membres, une capacité financière supérieure, mais peut-être des capacités industrielles physiques qui sont au taquet de ce qu'elles peuvent faire. Voilà. Donc, manifestement, nous devons, la proposition qui est faite en ce moment dans la réorganisation de la base industrielle de défense de l'Union européenne et des candidats, je vais le dire comme ça, parce que je pense que nous sommes tous déjà dans la même barque, elle est nécessaire à l'OTAN. Comme elle l'a été il y a 80 ans, même si on n'en s'en est pas servi jusqu'à présent, ou si on l'a un peu oublié. Elle est nécessaire à l'OTAN, parce que l'OTAN ne peut pas... il y a l'Atlantique au milieu, quoi. Voilà, c'est tout simple, il y a l'Atlantique au milieu. Puis ne pas oublier aussi que ce qui a fondamentalement changé, et qui est un échec catastrophique pour Poutine, c'est la Finlande et la Suède. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces peuples dont le pouvoir militaire est extrêmement démocratique, basé sur des citoyens, basé sur des réserves. Je vous rappelle, le nombre de réservistes en Finlande est inversement, est inversement proportionnel, est énormément supérieur, alors que chez nous, c'est plutôt le contraire. Voilà. Donc cette vision démocratique de la défense militaire, maintenant, elle est dans l'OTAN, et dans l'OTAN, dans la branche européenne de l'OTAN. Donc ça, c'est des choses qui doivent petit à petit se consolider. Et je ne vois pas, moi, l'OTAN pouvoir continuer à travailler si la souveraineté industrielle et militaire de l'Union européenne ne se développe pas. Parce que l'OTAN sera, à ce moment-là, une espèce de coquille vide en Europe. Parce que vous parliez de la présence militaire, vous parlez... Voilà. Je vous rappelle que l'OTAN était censé défendre la frontière estonienne. Je crois qu'il y avait 105, grâce à 105 militaires. Hein. Donc ils n'étaient pas là pour arrêter les forces russes. Ils étaient là parce qu'on disait aux forces russes, si tu en touches un, il y a d'autres derrière. Ça sera une agression. Donc, mais c'est donc quelque chose qui était basé, c'était un sentiment de sécurité qui était basé sur quelque chose qui était quand même extrêmement pompé, au sens... c'était un peu de la com, quoi. Voilà. Donc maintenant, il faut absolument que cela devienne sérieux, que cela devienne réel, ce qui est en train de se passer, à mon avis. Voilà, quand j'ai vu il y a 3 semaines, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, la première fois que des avions français ont descendu des missiles russes sur le ciel ukrainien, il y a un mois, oui, hein, c'est quelque chose qui a du sens. Ça dit, bon, on n'est pas encore là, mais on commence à dire, attention, maintenant, on est là et on est efficace, et on peut le faire. Voilà. Et quand on voit ce qui se passe en termes industriels, bon, c'est assez réjouissant. On a une question au sujet où on est encore en difficulté, qui est celle du renseignement, où il faut qu'on arrive à développer nos outils à nous. On en a beaucoup, on a l'espace, on est présent dans l'espace, on a pas Galiléo, mais si Galiléo, et pour moi, est supérieur à GPS. Hein. On est meilleur. Voilà, donc, mais par contre, on ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, donc tout ça, il faut le mettre, comme je dis souvent, mettre les fils en face des fils. Hein. Mais je suis
plutôt optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous rappeler une phrase très intéressante du nouveau commissaire à la Défense, Kubilius, le Lituanien, que nous avons auditionné à l'Assemblée nationale. Et il a dit, comme phrase d'accroche, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi 450 millions d'Européens auraient besoin de 350 millions d'Américains pour battre 140 millions de Russes qui n'arrivent pas à se débarrasser de 38 millions d'Ukrainiens. » De 40 millions au départ. Donc voilà. Donc ça dit que c'est uniquement une question de volonté. Après, il y a un problème de délai, il y a un problème de temps. Voilà. Je suis inquiet de ça, mais en même temps, je me dis peut-être que ça pourra nous laisser une fenêtre. J'ai le sentiment de voir arriver un espèce, pas de deal, parce que je pense que ça ne sera pas exprimé, mais une espèce de convergence objective d'intérêts entre l'administration Trump et le Kremlin, aujourd'hui, pour dire on va essayer de ne pas bouger jusqu'à 2028. De faire semblant, voilà. Toi, ça te donne l'impression dans ta politique intérieure, toi, Trump, ça te donne, tu peux donner l'impression que tu as arrêté quelque chose, mais toi, de toute façon, en 2028, c'est plus toi. Voilà. Moi, Kremlin, ça me donne la possibilité de me reposer et de me préparer, voilà, tout en disant que, ben oui, vous voyez, je suis ouvert. Peut-être qu'on va... Enfin, je ne serais pas surpris qu'on aille vers un temps un peu d'accalmie, de faux semblants, qui permettent d'un côté à Trump de dire, ben, vous voyez, je n'ai pas fait en 24 heures, mais finalement, j'ai fait quelque chose, qui permettent au Kremlin de dire, ben, nous... on a été d'accord, on a fait des choses, voilà, on ne pouvait pas, puisque les main roots n'étaient pas, les racines principales de la guerre n'étaient pas traitées, on ne pouvait pas signer, mais on a un peu levé le pied, ok, et que, alors c'est un problème énorme pour nous, parce que ça veut dire qu'en 2027-2028, ça repart, et là, on ne sait pas où ça repart, hein. Je dis à tout le monde, et je le dis, je le répète, j'en ai fait un papier lundi dernier, la semaine dernière, Lavrov a préfacé un livre académique qui est sorti à Moscou et qui s'appelle « Histoire de la Lituanie ». Ah bon, il est grand spécialiste de Lituanie. Oui, et cette histoire de la Lituanie, c'est une histoire où on vous explique que on ne peut faire l'histoire de la Lituanie qu'en faisant l'histoire du Bélarus, que la langue lituanienne n'existe pas, que tout ce qui s'est passé de bien en Lituanie, c'était grâce aux Russes, etc. Voilà, encore un État artificiel. Voilà, donc on se dit, été 2021, discours de Poutine sur les deux frères, les deux... C'est l'article, voilà, au mois de juillet. Voilà. L'article sur l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, 6 mois après invasion. Là, on se dit, tiens, un livre... Et les entraînements prévus, justement, en Bélarus. Et les entraînements, on se dit... Enfin, on ne peut pas ne pas regarder ça comme ça. Donc, c'est inquiétant, ce que je dis sur l'espèce de patte où ils attendraient pour cette espèce c'est un intérêt objectif commun d'attendre 3 ans pour redémarrer fort, quoi. Oui. Voilà. Par contre, ça peut être utilisé par nous aussi. C'est-à-dire que ce que je vois dans les régions ukrainiennes en ce moment, ce que je vois en Ukraine, c'est quand même une activité, qu'elle soit politique, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit administrative, qu'elle soit industrielle, qui est dure, qui est fatiguée, avec des gens qui disent... L'autre jour, j'ai une Lituanienne qui me dit « Bon, alors, la guerre, elle s'arrête quand ?» Que je ne peux pas répondre, moi, je ne sais pas, c'est compliqué. Donc, on sent que les gens sont... Mais par contre, c'est un pays... Enfin, je dis souvent à mes collègues, mais la réforme de décentralisation de l'Ukraine, c'est une des plus belles de l'Union européenne, de 2016, et ils sont encore en train de la mettre en œuvre. Elle est encore en train d'avancer. Il y a encore des chromada qui se créent aujourd'hui et des transmissions de compétences. Alors, c'est terrible, c'est dur, voilà, mais je sens un pays qui est quand même
voilà, s'il peut un peu respirer, il va devenir quand même de plus en plus fort et on va être tous ensemble de plus en plus forts, il me semble. Voilà. Oui. Donc, voilà comment je vois le moment actuel. Mais quand, dans cette histoire, vous avez évoqué 2008 et comme s'il y avait une période de plutôt calme. Mais le problème avec cela, Bien c'est sûr. que ce que nous constatons, malgré toutes les négociations, que l'agresseur, je veux dire la Fédération de la Russie, il n'envisage pas du tout s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs propositions s'arrêter 30 jours après, etc. Pour l'instant, on constate sur le terrain que malheureusement ça pousse dans toutes les directions et que l'armée russe ne s'arrête pas et que les alertes aériennes n'arrêtent guère. Et donc cette manière que de négocier tout en continuant la guerre, c'est ça l'approche russe que de procéder. Tout à fait. Je suis très clair et je le dis de manière très simple. Et je l'ai dit hier de manière aussi très directe parce que quand j'étais entouré de deux Américains qui étaient un peu embêtés, on sentait bien qu'ils n'étaient pas pro-Trump, mais qui disaient il faut faire avec. Moi je dis non, il ne faut pas faire avec. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses très claires. Un des ancêtres des démocrates français, qui est Charles Péguy, a dit dans une phrase très célèbre que nous on utilise beaucoup en ce moment. Il a dit il faut oser dire ce que l'on voit. Alors tout le monde dit oui, il a raison, c'est pas très compliqué. Mais après il dit, mais surtout, et c'est beaucoup plus difficile, il faut oser voir ce que l'on voit. Voilà. La Fédération de Russie n'a pas envie de négocier. C'est une évidence. Et il faut arrêter de dire oui, mais peut-être, mais quand même, mais ils ont dit ça. Non, ils n'ont pas envie. Ils veulent continuer à taper. On ne peut pas dire qu'on a envie de négocier. Enfin, j'ai jamais été aussi entendu autant d'alarmes, autant d'alertes. J'ai jamais vu autant de. Enfin, dans les campagnes, quand on circule en Ukraine, on voit des gens descendre des Shaheds au milieu de campagnes qui sont à des kilomètres et des kilomètres du front. Et pas descendre des Shaheds parce qu'il y a eu une alarme. Non, avec des équipés, organisés, parce qu'ils sont bombardés tous les jours. Quand vous dites qu'il faut voir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi cette parade de Poutine à Moscou sur la place Rouge. Et dans cette parade, ce qui est absolument sans précédent, c'est un carré des militaires chinois sur la place Rouge. Et donc c'est ça qui est... Est-ce que... Voilà, et aujourd'hui, nous avons aussi, voyons, cette signature de cet accord approfondi, etc., entre la Chine et la Russie. Et donc, dans cette équation... devient plus compliqué parce que quand on dit que les 500 millions d'Européens n'ont pas besoin de 350 millions de... On ne parle pas du milliard 5. Voilà, on ne parle pas de Chinois. Et aujourd'hui, on voit cette alliance Chine-Russie qui se renforce. J'ai une analyse... Alors, jeudi, moi, depuis 2018, j'avais fait un rapport sur les changements géopolitiques dans le monde liés au changement climatique. Voilà. Mais je m'étais intéressé pour la première fois au rapport entre la Chine et l'URSS. Pour moi, je l'ai dit en 2018, pour moi, je considère que l'URSS a déjà perdu depuis longtemps en face de la Chine. C'est-à-dire que pour moi, l'URSS, objectivement, économiquement, militairement, géographiquement même, parce que toutes les voies ferrées, toutes les infrastructures du futur entre l'Arctique et la Chine sont aux Chinois. En Russie. C'est eux qui ont investi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu ces articles qui sont absolument passionnants sur la frontière entre la Russie et la Chine, où jusqu'à il y a 20 ans, 15 ans, c'était le côté russe qui était riche et qui dominait économiquement le côté chinois, en disant ils allaient prendre des cafés là-bas parce que c'était moins cher, etc. Vous voyez, Monaco et les quartiers nord de Marseille, et ça s'est complètement renversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le côté chinois qui est beaucoup plus développé, qui a une monnaie plus forte et qui exploite les pauvres malheureux qui sont de l'autre côté. C'est là où il y a un lac. Là, je ne sais plus comment s'appelle le lac. Bon. Pour moi, je considère objectivement que tout ce que fait Xi aujourd'hui avec Poutine fait partie d'une stratégie de Xi qui est une stratégie post-victoire. Voilà. Il a gagné. Pour moi, la Chine domine la Russie. Pour moi, c'est très clair.
là, quand vous parlez de ces exemples-là, ou les exemples de signature, ou les exemples de discours, ou les visites, etc., là où Poutine garde, et le Kremlin garde, un intérêt, c'est dans la mise en scène. C'est dans la mise en scène de ces accords. Dans la mise en scène par rapport aux BRICS, par rapport à l'Ouest, pour dire, regardez, moi je suis, etc. Mais je pense qu'objectivement, il est vassalisé. Je le dis simplement. Alors, je ne suis pas académique, donc je peux dire... avant de prouver, mais c'est peut-être trop fort, il faudrait faire des études, mais j'ai ce sentiment, voilà. Mais par contre, c'est évident que Poutine est très très fort pour mettre en scène, à certaines occasions, mettre en scène un certain nombre de choses. Je vous rappelle que il a dit, alors, dans la déclaration commune, il y a une déclaration commune aussi entre Xi et Poutine ce matin, ou hier soir, je ne sais plus, ils disent que les deux champs principaux de la dernière guerre mondiale et de la victoire contre les nazis, c'était la Russie et l'Asie. On peut considérer que c'est un peu limité quand même, quoi. Il s'est quand même passé quelques petites choses en Méditerranée et quelques petites choses au débarquement de Normandie, quoi. Vous voyez, mais cette déclaration commune, donc là, je pense que Poutine accepte d'être dominé sur le plan économique, d'être dominé sur le plan militaire, d'être dominé sur le plan des infrastructures. Voilà, je pense que ça, il a arrêté. Lui va continuer à demander en retour du symbolique. Et donc que Xi vienne l'aider sur le symbolique. Donc, sur la déclaration des root causes, c'est la première fois que la Chine signe un communiqué disant que pour que la guerre en Ukraine s'arrête, il faudra éliminer les causes premières. Les causes premières, les root causes, les causes racines. Ça veut dire... C'est la première fois qu'il signe. Donc je crois que le deal entre Poutine et Xi est celui-là. On ne va plus discuter économiquement parce que de toute façon, c'est vous qui avez les matériaux, c'est vous qui dominez les infrastructures, etc. Et en échange, vous nous aidez et vous acceptez de venir dans notre théâtre d'ombre pour nous aider à donner l'impression qu'on est plus fort que ce qu'on est. Voilà. Donc, vous défilez avec nous. Voilà. Quand on dit d'avoir un carré chinois sur le défilé Place Rouge, mais d'abord, il y en a qui ont dû se retourner dans leur tombe quand même, des anciens copains de Poutine ou des anciens chefs de Poutine, il y en a qui n'ont pas dû apprécier beaucoup. Et puis d'autre part, ça n'a aucun sens géopolitique, ça n'a qu'un sens symbolique. Parce que c'est 10 fois plus. Là. C'est 140 millions pour 1,5 milliard. Donc, le contraire pourrait être intéressant, mais ça n'a qu'un sens symbolique. Ça permet au Kremlin de dire, regardez, même la Chine nous aide. Oui, mais quand on se trouve à Kiev et quand on lit cette déclaration que la Chine s'accorde sur la vision russe de cette guerre, qu'il faut éliminer les causes premières, les raisons, ça veut dire que nous n'avons pas uniquement la Russie comme ennemi, mais nous avons devant nous, face à nous, 1 milliard de Chinois. Je ne parle pas de ces 2 soldats chinois qui étaient capturés récemment, et donc nous savons évidemment tous qu'il y a pas, même s'il n'y a pas de supplément d'armes, mais il y a des composantes chinoises qui arrivent en permanence en Russie, qui aident leur armée. Nous savons très bien que la Chine aide à la Russie de contourner les sanctions occidentales, que de toute manière, elle nourrit cette machine de guerre russe. Et donc, vu de l'Ukraine, voir que notre ennemi est en train de se dissoudre dans l'ennemi beaucoup plus grand, c'est-à-dire la Chine, ça ne nous rassure pas du tout non plus. Bien sûr, non, mais c'est exactement ce que cherche Poutine. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté Poutine, metteur en scène de sa guerre hybride, de sa guerre d'information, où il utilise l'image de la Chine. Quand vous dites que la Chine aide la Russie à détourner les sanctions, c'est vrai, mais la Chine y gagne beaucoup. La Chine ne fait pas ça pour aider Poutine parce que je ne pense pas que la Chine ait de grandes visions sur... voilà, que la Chine n'a pas la même forme d'impérialisme. Là, comme je dis parfois en blaguant, je dis la Chine ne joue pas aux échecs, la Chine joue au go. La Chine est toujours dans des trucs de position, elle va là où les autres ne sont pas. Et une fois qu'elle y est, on ne peut plus la déloger. C'est pour ça que, par exemple, en Afrique, la Chine a une stratégie qui est une stratégie
d'achat de terre, de prendre la terre et d'être là sur la terre, et pas une stratégie de présence forcément technologique ou militaire. Voilà. Mais donc sur ce côté, comment on le voit de Kiev, ce qui s'est passé ce matin, c'est exactement ce que veut Poutine. Poutine veut nous faire croire que la Chine est derrière lui à 1,5 milliard. Voilà. En fait, la Chine l'aide à détourner les sanctions parce qu'en même temps, la Chine récupère à très 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 bas prix l'énergie, par exemple, ou un certain nombre de choses, ou peut sortir en Arctique. Donc, je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de... il ne faut pas comprendre le fait que Xi soit devenu tout d'un coup l'allié de Poutine. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de Xi, tout d'un coup, a eu besoin de peaufiner son accord avec Poutine, sa victoire qui dure depuis une dizaine d'années, et que la contrepartie, c'est que Poutine a eu l'occasion, en plus dans la solennité du 9 mai, etc., de dire « Regardez comme je suis encore plus costaud que ce que vous croyez ». Ce qui, à mon avis, voilà, je ne pense pas qu'on ait ça en ligne de mire, alors que la Chine soit un rival, un rival, c'est clair. Voilà, la Chine, c'est pas la même forme de danger. Je pense pas. Espérons que... merci beaucoup Frédéric pour cet entretien et pour vos analyses tout à fait intéressantes. Et gardons l'espoir que les systèmes démocratiques qui sont chers à vous, on avait commencé par la description de ce conflit, votre description qui n'est pas une guerre pour des territoires, mais une guerre de système, et que nos démocraties, aussi minoritaires soient-ils dans le monde d'un point de vue global, qu'ils puissent tenir face à la Chine, à la Russie et autres pays qui trahissent les principes démocratiques. Comme je dis souvent, je suis trop vieux pour être pessimiste. Merci beaucoup. C'était l'épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de commenter et de partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!